Je refais juste vite fait la définition. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer une substance psychoactive à quelqu'un à son insu, dans le but de lui faire faire des choses que cette personne ne veut pas faire. La vulnérabilité chimique, c'est la même chose, mais avec une substance qui est prise volontairement par la personne. On profite de son état modifié par la substance pour pouvoir lui faire faire des choses. Et donc là, on va parler de soumission chimique à but d'agression sexuelle parce que c'est le plus fréquent, mais en fait, on peut soumettre chimiquement quelqu'un pour le voler. On peut soumettre chimiquement quelqu'un pour avoir la paix. Ça, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment en milieu familial, hein. Voilà, telle personne a des troubles psy qui sont mal stabilisés, etc. Les gens qui vivent avec elle trouvent qu'il est fatigant, il est énervant, etc. Ben, on va rajouter des choses dans sa nourriture, rajouter des choses dans sa boisson pour qu'il dorme et qu'on ait la paix. Il y a ça, par exemple. On peut aussi soumettre chimiquement quelqu'un pour lui faire prendre des décisions administratives qu'il ne voulait pas prendre, par exemple signer un papier, signer un accord, voilà. Donc il y a tous ces cadres-là. Mais dans le cadre de l'agression sexuelle, contrairement à ce qu'on pense, ce qui est le plus utilisé, c'est pas forcément le GHB. Le GHB est très connu pour ça, mais c'est loin d'être le plus fréquent. Les trucs les plus fréquemment utilisés, c'est des trucs qu'on trouve dans la pharmacie de tout le monde et qui sont, enfin de tout le monde, en tout cas de millions de gens en France, parce qu'ils sont très prescrits. En plus, en France, on est un pays très prescripteur de psychotropes. Et donc, ça peut être les médicaments utilisés pour l'anxiété, les somnifères, certains antidouleurs. Bref, la liste est non exhaustive. Et après, il y a tous les produits psychoactifs légaux. Et en premier lieu, l'alcool, hein, qui est vraiment le produit qui est le plus impliqué dans les cas de viol par vulnérabilité chimique, le plus impliqué aussi pour ce qui est des accidents de la route liés à la consommation d'une substance. C'est un des produits qui tue le plus en France, hein, après le tabac. C'est le seul produit dont on peut mourir du manque. Enfin, voilà. Quand on parle de drogue, il faut toujours se poser la question de pourquoi on ne met pas les médicaments et l'alcool dedans, et que c'est une définition très arbitraire, en fait. Et ensuite, dans les drogues, il y a plein de drogues qui peuvent être utilisées à but de soumission chimique. Il y a le GHB, mais il y a tout un tas de drogues qui peuvent être, on va dire, pas forcément sédatives. C'est pas forcément des drogues qui endorment, mais c'est des drogues qui vont désinhiber, qui vont pousser la victime au contact. Ça va être le cas, par exemple, de la MDMA ou de la 3-MMC pour les personnes qui voient un petit peu ce que c'est, qui sont des drogues qui sont en fait très très fréquemment rencontrées dans des contextes festifs. Et donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, festif, GHB, en soirée, en discothèque. C'est beaucoup plus souvent un mari qui va, rajouter des anxiolytiques dans, la nourriture de sa femme le soir pour qu'elle soit complètement sédatée et pouvoir, lui imposer des gestes et des rapports sexuels qu'elle aurait pas souhaité, dans son état normal. Et j'en profite pour rajouter que les produits peuvent donner une amnésie des faits, mais pas toujours, et les produits peuvent endormir, mais pas toujours. Et donc on peut voir une victime qui a l'air, sur une image vue de l'extérieur, participante à ce qui est en train de se passer, mais qui est consciente, mais qui pour autant, déjà n'aura peut-être pas de souvenir de ce qu'elle est en train de faire. Le GHB, par exemple, il y a un effet amnésiant et désinhibant. Donc une personne qui est désinhibée, mais qui ne va pas se souvenir de ce qu'elle a fait. Et on peut avoir une personne qui se souvient de ce qu'elle a fait, mais qui, sous l'effet du produit, a été désinhibée, s'est mise à faire des choses qu'elle n'aurait jamais voulu faire dans son état normal. Donc, pour autant, elle n'était pas consentante. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et là, je vais juste vous dire un petit mot sur que faire si vous pensez avoir été victime de soumission chimique, parce que c'est un des trucs qu'on doit pouvoir retirer de ce procès, c'est comment faire pour que les victimes puissent se défendre? Alors le mieux, c'est de ne pas en être victime, évidemment. Mais si jamais vous vous réveillez, que vous avez une amnésie complète des faits, que vous avez des douleurs à des endroits inhabituels, des marques sur votre corps, des douleurs aux parties intimes, que vous apprenez quelques jours plus tard que vous avez une IST, vous ne vous l'expliquez pas, que vous êtes nauséeux, vomi, pas bien au réveil, toutes ces raisons-là peuvent vous faire suspecter que vous avez subi une soumission chimique. Et donc, il faut malheureusement, pour pouvoir faire valoir son statut de victime actuellement, avoir une procédure qui permet, judiciaire, etc., qui permet d'acter les choses. On pourrait discuter de comment inventer des solutions pour se réparer en dehors de l'appareil judiciaire dans un contexte où 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite par manque de preuves. Mais si vous voulez une preuve que vous avez été soumis chimiquement, il faut essayer d'identifier la substance dans l'organisme. Et ça, il y a deux grands moyens.